Ma fille a aidé ma femme à cacher son aventure, la défendant, désolé papa, mais maman a besoin d'être heureuse. Mais lorsqu'elles ont été abandonnées, elles sont revenues demander de l'aide financière. J'ai été marié à Suzanne pendant 25 ans. Nous avons une fille, Olivia, qui avait 24 ans quand tout cela s'est effondré. Nous ne nagions pas dans l'argent, mais nous avions une vie confortable. J'avais un emploi stable dans la gestion logistique, Suzanne travaillait à temps partiel comme administratrice scolaire. Nous étions propriétaires de notre maison, une modeste maison de 3 chambres dans un bon quartier. Olivia a toujours été le centre de notre monde, ou du moins du mien. Je pensais que nous étions proches. Elle m'appelait pour des conseils, nous plaisantions ensemble. C'était une bonne fille, elle avait obtenu un diplôme décent et avait un emploi de débutante. Environ 1 an avant que tout ne s'effondre, elle a commencé à parler de vouloir acheter son propre logement, un petit appartement ou une première maison. Les prix montaient en flèche, et elle avait du mal à économiser pour la compte. Avec le recul, les signes avec Suzanne ont probablement commencé quelques années avant son départ. Elle est devenue plus agitée. Elle a commencé à faire des commentaires sur nos amis qui avaient de plus grandes maisons ou qui partaient en croisière. Elle s'est fait un nouveau groupe d'amis dans un cours de yoga qu'elle a rejoint, des femmes qui semblaient avoir beaucoup plus de revenus disponibles que nous. Elle a commencé à sortir plus avec elle, des dîners, des week-ends où je n'étais pas invité. Quand je demandais, elle disait que je n'apprécierais pas, que c'était un truc de fille. Ces critiques à mon égard sont devenues plus fréquentes. Il ne s'agissait pas de grandes choses, mais de petits commentaires, que mes vêtements n'étaient pas assez modernes, que je n'avais pas d'objectif de carrière ambitieux, que j'étais trop à l'aise avec notre vie tranquille. Notre vie intime s'est réduite à presque rien. Elle semblait souvent distante, distraite, passant beaucoup plus de temps sur son téléphone, toujours avec l'écran tourné loin de moi. Si j'entrais dans la pièce, elle changeait rapidement d'écran ou le posait. Je l'ai confrontée à quelques reprises, je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle a nié, s'est mise en colère, m'a accusé d'être paranoïaque et jaloux. Elle a dit qu'elle essayait juste de se trouver, et qu'elle aurait aimé que je soutienne sa croissance. À cette époque, Olivia a également commencé à se comporter différemment. Elle et Suzanne sont devenues incroyablement proches, toujours en train de chuchoter, d'échanger des regards que je ne pouvais pas déchiffrer. Olivia a cessé de se confier autant à moi. Si je demandais si quelque chose n'allait pas avec sa mère, ou entre nous, elle disait juste que sa mère était stressée par le travail, ou que j'imaginais des choses. Elle est devenue la défenseuse numéro 1 de Suzanne. La conversation sur la compte pour la maison d'Olivia a continué. Elle était découragée de ne pas pouvoir s'offrir un logement. Suzanne en parlait aussi constamment, laissant entendre que nous devrions aider davantage. J'avais un compte d'épargne séparé, de l'argent que j'avais péniblement économisé au fil des ans. C'était un mélange d'héritage de mes parents et de mes propres primes. C'était mon fonds d'urgence, mon filet de sécurité, peut-être pour la retraite, peut-être si quelqu'un tombait malade. C'était une somme considérable, pratiquement toutes mes économies liquides en dehors des cotisations régulières à ma pension. Après des mois à écouter Olivia stressée et Suzanne me faire subtilement pression, j'ai pris une décision. J'ai dit à Olivia que je lui donnerais l'argent pour la compte. C'était une grosse somme, près de 120 000 $, assez pour couvrir un solide 20% d'une petite maison qu'elle avait trouvée. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras, a dit que j'étais le meilleur père du monde. Suzanne semblait également heureuse. Elle a dit que c'était la bonne chose à faire. Olivia a finalisé l'achat de sa maison environ 3 mois avant que Suzanne ne lâche la bombe. Elle a emménagé, et je l'ai aidée à peindre et à assembler des meubles. Je me sentais bien, comme si j'avais fait quelque chose d'important pour son avenir. C'était un mardi soir. Je suis rentré du travail. Suzanne était assise à la table de la cuisine, pas à sa place habituelle sur le canapé à regarder la télévision. Elle avait une valise pleine près de la porte. Elle m'a dit, très calmement, qu'elle me quittait, qu'elle n'avait pas été heureuse depuis des années, qu'elle voulait plus de la vie. Je lui ai demandé pourquoi, ce qui s'était passé. Elle a dit que ce n'était pas une seule chose, que c'était le tout, que nous nous étions éloignés. Puis elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, un homme nommé Arthur. Elle a dit qu'il était prospère, gentil, et qu'il pouvait lui donner la vie qu'elle méritait. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. 6 mois, a-t-elle dit. Peut-être plus. Je ne sais pas si même alors elle me disait la vérité. Elle m'a dit qu'Arthur était riche, qu'elle emménageait avec lui, dans sa grande maison dans un quartier très aisé de la ville. J'étais sous le choc.
25 ans, comme ça. Puis j'ai demandé pour Olivia. Comment allions-nous le lui dire? Suzanne a détourné le regard. Elle a dit, Olivia sait, elle le sait depuis un moment. Cela m'a frappé plus durement que l'infidélité. Olivia savait. Ma fille savait que sa mère me trompait. Elle savait que Suzanne prévoyait de me quitter. Je ne pouvais pas l'assimiler. Suzanne a expliqué qu'Olivia l'avait découvert accidentellement quelques mois plus tôt, en voyant des messages sur son téléphone. Elle a dit qu'Olivia était contrariée au début, mais qu'ensuite elle avait compris, et voulait juste que sa mère soit heureuse. Quelques mois, ai-je demandé. J'ai fait le calcul dans ma tête. Cela signifiait qu'Olivia était au courant de la liaison. Elle savait que sa mère allait me quitter. Quand elle a accepté mes 120 000 $, quand elle a pleuré et m'a serré dans ses bras, me disant que j'étais le meilleur père du monde, elle savait. Elle a pris les économies de ma vie, sachant que sa mère était sur le point de détruire ma vie et notre mariage. J'ai senti un froid intérieur. J'ai demandé à Suzanne de me le confirmer. Olivia savait-elle quand je lui ai donné l'argent pour la maison? Suzanne a hoché la tête, un peu impatiemment, comme si c'était un détail ennuyeux. Elle a dit qu'Olivia ne voulait pas me contrarier avant que je ne lui donne l'argent, que le timing était juste malheureux. Je me sentais vide. J'ai demandé à Suzanne de partir. Elle a pris sa valise et est sortie. Apparemment, Arthur l'attendait dans une voiture au bout de la rue. Elle ne s'est même pas retournée. J'ai appelé Olivia immédiatement. Son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé encore et encore. Rien. Je suis allé à sa nouvelle maison. Sa voiture était là. J'ai sonné à la porte, j'ai frappé à la porte. Il n'y a eu aucune réponse. Je pouvais entendre du mouvement à l'intérieur. J'en étais sûr. Elle était là, se cachant de moi. Les jours suivants sont flous. J'ai à peine dormi ou mangé. La maison me semblait immense et silencieuse. Des amis ont appelé. Mon frère a appelé. Je leur ai dit que Suzanne était partie. Je ne leur ai pas parlé de l'implication d'Olivia ou de l'argent au début. La trahison de ma propre fille me semblait une blessure plus profonde que celle de Suzanne. Suzanne, à un certain niveau, je pouvais presque comprendre. Les gens tombent en désamour. Les infidélités arrivent. Mais Olivia était ma fille. Suzanne a demandé le divorce rapidement. Elle ne voulait rien de la maison conjugale, juste ses effets personnels. Arthur la soutenait. Au moins, cela a simplifié la partie juridique. La maison était principalement à mon nom de toute façon, puisque je l'avais achetée avant notre mariage, bien que des années de finances partagées auraient compliqué les choses si elle avait insisté, mais elle voulait juste une rupture nette. Finalement, j'ai reçu un message texte d'Olivia, un message court et forcé disant qu'elle était désolée que je souffre, que tout était très difficile, et qu'elle espérait que nous pourrions parler quand les choses se calmeraient. Pas un mot sur l'argent, pas de véritables excuses pour sa tromperie. J'ai consulté un avocat, un ami d'un ami. J'ai demandé s'il y avait un moyen de récupérer l'argent d'Olivia, compte tenu des circonstances. Il a été direct. C'était un cadeau. Il n'y avait pas de contrat de prêt ni de document stipulant que c'était conditionnel. C'était toutes les économies de ma vie, en dehors de ma pension. Je les avais gagnées au fil des décennies. Une partie importante provenait d'un héritage de mes propres parents, qui ont travaillé dur toute leur vie. Le donner à Olivia signifiait que je réduisais pratiquement à néant mon filet de sécurité financier à 50 ans. Oui, c'était une décision stupidement confiante avec le recul. 2. La connaissance de l'infidélité par Olivia. Suzanne a confirmé qu'Olivia était au courant de la liaison depuis environ 8 mois avant qu'elle ne me quitte. Olivia a trouvé des messages entre Suzanne et Arthur. Suzanne a dit qu'Olivia était contrariée au début, mais qu'ensuite elle l'a accepté parce que Suzanne l'a convaincue qu'elle était malheureuse avec moi et qu'Arthur la rendrait heureuse. Donc, pendant 4 mois, Olivia a su que sa mère avait une liaison et prévoyait de me quitter. Et pendant au moins un de ces mois, elle a accepté les économies de ma vie, sachant tout cela. Elle s'est assise avec moi dans le bureau de l'avocat pour finaliser l'achat de la maison, souriant et me remerciant, sachant tout cela. C'est la partie qui fait le plus mal. 3. Pourquoi n'ai-je pas engagé de poursuite judiciaire pour récupérer l'argent? Comme je l'ai mentionné, mon avocat m'a déconseillé de le faire. Il a dit que prouver une fausse déclaration frauduleuse ou une influence indue selon la norme requise pour récupérer un cadeau serait une bataille difficile, coûteuse et probablement perdue d'avance.
il a dit que cela ressemblerait à une plainte de mari père trompé plein de ressentiment et que les tribunaux hésitent à annuler les cadeaux à moins qu'il n'y ait une preuve concrète de tromperie explicite directement liée au don du cadeau dans ce but spécifique. Mes preuves étaient en grande partie circonstancielles, le timing, l'aveu de Suzanne sur le moment où Olivia savait. Cela aurait été ma parole contre celle d'Olivia et de Suzanne, et elles auraient probablement dit qu'Olivia savait, mais qu'elle ne me l'a pas dit pour ne pas me blesser, pas pour me frauder. Il m'a donné des chiffres pour les frais de justice qui auraient englouti une bonne partie de ce que j'essayais de récupérer, sans aucune garantie de succès. J'ai décidé de ne pas jeter le bon argent après le mauvais. 4. Quel genre d'aide ont-elles demandé? Suzanne a explicitement demandé à emménager dans ma chambre d'amis. Elle a dit que ce serait temporaire, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elle a également demandé de l'argent pour les frais de subsistance. Olivia a demandé de l'aide pour ses paiements hypothécaires pendant au moins 6 mois, ainsi que de l'argent pour les services publics et la nourriture. Elles se sont présentées comme un front uni, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde pour moi d'intervenir. 5. Ma situation financière actuelle. Je vais bien, je ne suis pas riche. Après avoir vendu la maison familiale, j'ai remboursé l'ancien prêt hypothécaire et j'ai eu assez pour l'acompte de ma maison de ville et pour mettre un peu de côté. J'ai économisé de manière agressive au cours des 3 dernières années. J'ai de nouveau un fonds d'urgence et je cotise davantage à ma retraite. Je ne suis pas en mesure de subvenir confortablement aux besoins de 2 adultes au chômage, et je ne le serais pas même si j'étais millionnaire. La lecture des commentaires ici et le fait d'avoir quelques jours de plus pour laisser leurs demandes s'imprégner ont vraiment solidifié ce que je ressentais déjà. Les mots audace, sentiment de droit, et conséquences sont revenus souvent, et ont résonné. Pendant 3 ans, elles ont vécu leur vie apparemment sans une pensée pour moi, l'homme qu'elles ont toutes deux trahi, et dans le cas d'Olivia, effectivement volé. Ma fille, que j'ai élevée, pour qui j'ai pourvu, à qui j'ai donné mon dernier actif financier important, a choisi de s'aligner sur la tromperie de sa mère pour son propre bénéfice, gardant le silence pour obtenir l'argent de la maison et ensuite pour le prétendu bonheur de sa mère. Il n'y avait aucun remords dans son approche envers moi, aucune excuse pour le passé. Tout tournait autour de leurs besoins actuels, de leurs problèmes actuels. C'était comme si les 3 dernières années, et les raisons derrière elles, étaient sans importance. Elles me voyaient comme une ressource, un filet de sécurité qu'elles croyaient pouvoir réactiver quand cela leur convenait. Ma décision est devenue limpide. Il n'y aurait aucune aide, pas d'argent, pas d'abri, rien. Mais dire simplement non ne me semblait pas suffisant. Elles devaient comprendre pleinement la portée de leurs actions et pourquoi non était la seule réponse possible. Alors, quand Suzanne et Olivia m'ont appelé mercredi soir, comme elle l'avait dit, Olivia a appelé, avec Suzanne vraisemblablement à ses côtés, Olivia a demandé si j'avais eu le temps de réfléchir à leur situation. Je lui ai dit oui, j'y avais pensé. J'ai dit que je les rencontrerais, mais pas chez moi. Hier après-midi, je suis arrivé quelques minutes en avance. J'ai choisi une table dans un coin tranquille. Je n'ai rien commandé. Elles sont arrivées ensemble, pleines d'attente. Suzanne a même essayé un petit sourire plein d'espoir. Olivia avait l'air nerveuse. Elles se sont assises. Avant qu'elles ne puissent recommencer avec leurs supplications, j'ai commencé. J'ai gardé ma voix calme et ferme. Je leur ai dit que j'avais écouté leurs demandes quelques jours plus tôt et que j'y avais réfléchi attentivement. Puis j'ai tout déballé. J'ai rappelé à Suzanne qu'elle avait choisi de mettre fin à notre mariage de 25 ans pour un autre homme, croyant qu'il lui offrirait une vie meilleure. J'ai déclaré que c'était sa décision, et que les décisions ont des conséquences. Sa conséquence était que lorsque cette nouvelle vie s'est effondrée, elle était seule. Notre mariage, notre partenariat, nos obligations mutuelles de soutien, ont pris fin lorsqu'elle a franchi cette porte avec sa valise pour rejoindre Arthur. Je lui ai dit que sa situation actuelle était le résultat direct de ses propres décisions et de l'échec financier d'Arthur, pas du mien. Puis je me suis tourné vers Olivia. Je lui ai dit que sa trahison était, à bien des égards, encore plus douloureuse. J'ai raconté comment je lui avais donné 120 000 $, toutes mes économies, pour sa maison. Je lui ai dit, sans détour, qu'elle avait accepté cet argent en sachant pertinemment que sa mère avait une liaison et prévoyait de me quitter. Je lui ai dit qu'elle était restée silencieuse, qu'elle m'avait permis de lui donner cet argent, et qu'elle avait participé à la mascarade d'une famille heureuse, l'aidant à réaliser son rêve. Tout en sachant la dévastation qui allait s'abattre sur moi. J'ai décrit comment elle s'était cachée dans sa nouvelle maison quand j'étais allé chercher des réponses. Je lui ai rappelé son unique et insuffisant message texte.
J'ai dit à Olivia que ses actions n'étaient pas seulement une omission passive, mais une tromperie active, qu'en acceptant l'argent dans ces circonstances, elle avait fait preuve d'un profond manque de caractère et de loyauté. Je lui ai dit que la maison dont elle avait si peur de perdre était, en substance, financée par cette tromperie. Je leur ai expliqué à toutes les deux que pendant 3 ans, elle n'avait montré aucune préoccupation pour mon bien-être, ma situation financière après avoir été laissée sans économie, ou mon état émotionnel. Elles n'ont pas tendu la main avec des excuses ou des tentatives de réconciliation sincères. Leur réapparition était uniquement due à leurs propres besoins, à leur désespoir. Puis je leur ai donné le fond de ma réponse. Je leur ai dit que je ne leur donnerais pas d'argent, ni pour les frais de subsistance de Suzanne, ni pour le prêt hypothécaire d'Olivia. J'ai dit à Suzanne qu'elle ne resterait pas chez moi. J'ai déclaré que ma maison était mon sanctuaire, reconstruit après qu'elles aient toutes deux contribué à détruire le précédent. Je leur ai dit, la banque de Tom est fermée. Elle a été pillée par ses caissiers les plus fiables, et elle ne rouvrira pas pour vous. Vous êtes des adultes. Suzanne, tu as fait ton lit avec Arthur. C'est dommage qu'il se soit effondré, mais ce n'est pas ma responsabilité de t'en construire un nouveau. Olivia, tu as reçu ton héritage à l'avance, sous de faux prétextes. Ces 120 000 $, c'était tout. Tu dois gérer tes finances et ta propriété par toi-même. Si tu ne peux pas te permettre la maison, alors tu devras prendre des décisions d'adulte, comme la vendre. Je leur ai également dit que ce serait notre dernière conversation sur le sujet, que je n'en discuterai plus, que je ne prendrai pas d'appel à ce sujet. Je leur ai conseillé de demander de l'aide aux services sociaux, à d'autres membres de la famille s'ils en avaient, ou de trouver un emploi, quoi qu'il en soit, mais de ne plus venir me chercher. Suzanne a commencé à pleurer au début, silencieusement, puis plus ouvertement. Elle a dit que j'étais cruel, sans cœur, qu'elle était désespérée. Elle a mentionné toutes les années qu'elle avait mises dans le mariage. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait unilatéralement décidé que ces années valaient moins qu'une perspective plus riche. Olivia me fixait juste, le visage pâle. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste marmonné quelque chose sur le fait que je ne comprenais pas. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Je comprenais qu'elle avait pris la décision de donner la priorité à l'argent et à la liaison de sa mère plutôt qu'à son père. Puis Suzanne a commencé à se mettre en colère. Sa voix s'est élevée. Elle m'a accusé de vouloir la voir souffrir, d'être vengeur. Quelques personnes aux tables voisines ont regardé. J'ai gardé la voix basse. Je lui ai dit que je ne ressentais rien pour sa souffrance, à part une observation distante qu'elle était auto-infligée. Je ne cherchais pas à me venger, je clarifiais simplement ma position et mes limites. La vengeance serait de récupérer mon argent, ce qui n'allait pas se produire. C'était simplement des conséquences. Elles sont restées assises quelques minutes de plus. Suzanne a plaidé un peu plus. Olivia avait l'air vaincue. Je n'ai plus répondu. J'ai simplement dit, je pense avoir clairement exposé ma position. Il n'y a plus rien à discuter. Puis je me suis levé, je me suis retourné et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. En rentrant chez moi en voiture, je n'ai pas ressenti d'euphorie ou de joie. J'ai ressenti un sentiment sombre de clôture, comme si un chapitre douloureux s'était enfin terminé. C'était une chose difficile à faire, de regarder son ex-femme et sa fille unique et de leur donner ce genre de message. Mais c'était nécessaire. Elles avaient pris ma gentillesse et ma générosité passée pour de la faiblesse. Elles devaient comprendre que l'homme qu'elles connaissaient, celui qu'elles prenaient pour acquis et qu'elles avaient trahi, n'était plus disponible pour elles. Je ne sais pas ce qu'elles feront, et franchement, ce n'est plus mon problème. Elles ont créé cette situation, qu'elles trouvent leur propre chemin pour en sortir. Deuxième mise à jour. Environ 9 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, celle où j'ai décrit la rencontre avec Suzanne et Olivia et leur ai donné ma décision finale. Je pensais qu'assez de temps s'était écoulé ou pas assez, selon la façon dont on voit les choses, pour écrire un chapitre final de cette saga pour ceux qui ont suivi l'histoire. Après cette réunion au café, j'ai tenu bon. J'ai bloqué leur numéro. Je n'ai pas répondu à quelques courriels qu'Olivia a envoyés la semaine suivante. C'étaient essentiellement les mêmes supplications, avec un peu plus d'apitoiement sur soi. Pendant le premier ou les 2 premiers mois, je m'attendais à moitié à ce qu'elle se présente à nouveau à ma porte, ou essaie de m'approcher au travail. Cela n'est pas arrivé. Je suppose que mon message était assez clair. J'ai entendu quelque chose indirectement, par une connaissance commune que je vois encore de temps en temps, quelqu'un qui connaissait Suzanne et moi depuis des années, et Olivia. Apparemment,
elle est aussi allée le voir pour chercher de l'aide, sans succès. D'après ce qu'on m'a dit, la situation de Suzanne est devenue assez difficile. Apparemment, elle a essayé de rester avec quelques-uns de ses amis plus riches, ce qu'elle cultivait quand elle était avec Arthur. Mais ces arrangements ont été de courte durée. Il semble que les amitiés basées sur la proximité de l'argent ne durent pas lorsque cet argent disparaît. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle louait une chambre dans une maison en colocation dans un quartier beaucoup moins désirable de la ville et travaillait dans un commerce de détail, bien loin de la vie qu'elle avait avec Arthur, et même un cran en dessous de la vie qu'elle avait avec moi. La connaissance a mentionné que Suzanne semblait amère et se plaignait constamment de sa malchance, prenant rarement la responsabilité des décisions qui l'avaient conduite là. Il n'y avait aucune mention de sa tentative de trouver un emploi plus stable, de mettre à jour ses compétences. Quant à Olivia, les choses se sont également passées comme prévu. Elle n'a pas pu suivre les paiements hypothécaires de la maison que j'ai financée. La connaissance m'a dit qu'Olivia avait essayé de trouver des colocataires, mais que c'était problématique. Apparemment, elle avait du mal à trouver un travail stable qui payait assez. La maison, étant nouvellement construite, comportait également des impôts fonciers et des coûts d'entretien qu'elle n'avait pas entièrement pris en compte lorsqu'elle était excitée à l'idée d'un acompte financé à 100% il y a 4 mois. Donc, environ 5 mois après notre rencontre au café, j'ai vu que la maison d'Olivia était mise en vente. Elle s'est vendue assez rapidement, selon la connaissance, qui semble avoir une source d'information sur tout cela. Petit monde, je suppose. Ou peut-être qu'Olivia essaie toujours de puiser dans d'anciens réseaux. Après avoir remboursé le prêt hypothécaire et les frais de vente, Olivia n'a pas réalisé un énorme profit. Les prix de l'immobilier avaient un peu stagné dans sa région, et elle avait contracté un prêt hypothécaire important en plus de mon don. Apparemment, elle n'est pas repartie avec une fortune, mais assez pour s'installer quelque part, vraisemblablement. Je ne sais pas où elle a fini par vivre, peut-être avec un ami, ou en louant un petit appartement. Autant que je sache, elle reste éloignée de tous les membres de ma famille. Aucune d'elles n'a tenté de me contacter directement à nouveau. Ma vie a continué sur sa nouvelle voie. Le travail se passe bien. Je suis financièrement stable. Ma santé est bonne, donc voilà. Elles ont fait leur choix, elles ont eu leur réponse, et la vie a continué. J'ai fait ce que je jugeais juste et nécessaire pour ma propre santé mentale et mon respect de soi. Je ne leur souhaite pas de mal, spécifiquement, mais je ne passe pas non plus de temps à m'inquiéter de leur bien-être. Ce sont des adultes, responsables de leur propre vie, tout comme je suis responsable de la mienne.